Les empires ne tombent pas toujours dans les villes. Parfois, ils s'effondrent dans des forêts qui se souviennent de chaque pas et de chaque blessure. Ce que beaucoup prennent pour un murmure ressemble chez Ibrahim Traoré à une méthode. Le silence devient une arme, la géographie une stratégie, la patience un piège. Alors, si le cœur vert du Sahel parle à voix basse, que dit-il vraiment de la nouvelle guerre au Burkina Faso et de ceux qui la transforment en doctrine? Cette enquête promet de démêler un paradoxe. Une guerre sans champ de bataille fixe et pourtant une bascule stratégique mesurable. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre comment un État cible a retourné le terrain, le récit et le moral contre des réseaux aguerris. Nous suivrons la chaîne forêt-capitale-ciel telle que décrite par la source en évitant toute spéculation et en restant sur les mécanismes visibles. Recrutement discret, formation endurcie, doctrine d'attente, puis couture du renseignement avec des drones. Les enjeux dépassent un seul front. Lorsque la périphérie brûle, le centre étouffe. Lorsque la périphérie se stabilise, le centre respire. Ici, la forêt n'est plus décor. Elle est matrice, capteur et voile. À la fin, il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'un test. Qu'emporte vraiment une souveraineté écologique quand chaque arbre masque un allié et que chaque silence devient avertissement? Ainsi, d'abord, un déplacement discret, un recrutement annoncé sous des intitulés anodins, puis l'acheminement d'hommes vers le Pau Commando Center. Ensuite, une bascule de modèle, des unités préparées à vivre, attendre et disparaître dans le désert jusqu'à devenir les fantômes de la forêt. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme point d'ancrage. Non un tribuneur, mais un lecteur de motifs, qui fait de la géographie une cuirasse et du silence une tactique. Le contexte que livre la source oppose deux ingénieries. D'un côté, des réseaux extérieurs misant sur la paralysie, incendier la périphérie pour étouffer la capitale. De l'autre, une réponse qui refuse la course réflexe vers chaque village attaqué. Le centre doit tenir. La défense de Ouagadougou ne bouge pas, pendant que se construit ailleurs une armée distribuée. La technologie, jadis avantage de l'Empire, devient aveugle dans le sous-bois. Les flèches sur carte ne capturent ni l'ombre ni l'attente. Ici, la patience tue plus vite que les balles. Lorsque les contingents achevèrent leur formation, il n'y eut ni défilé, ni médaille, seulement une absorption par le terrain. Les images vues de loin ressemblent à des clairières irrégulières. La source rappelle que l'interprétation extérieure parla d'anomalie, sans percevoir qu'il s'agissait d'un plan. La doctrine naît ainsi, fusion d'écologie, de défense et d'identité, où chaque arbre protège le sol et le soldat protège les deux. Le récit vacille. La forêt cesse d'être neutre, elle se retourne. Dans cette grammaire nouvelle, le ciel s'invite. Les drones deviennent des yeux, mais la source insiste. La machine n'emporte rien sans l'homme. Ainsi, dans les salles de contrôle, un pilote et un commando partagent la même phrase clé, simple et possessive. Le mien. Ce n'est pas posture, c'est un vœu qui convertit la topographie en volonté. Le guide, c'est d'abord le profil opérationnel décrit. Un capitaine formé par la poussière des mêmes villages que l'Empire pensait interchangeables. La source le montre refusant la précipitation, reconstruisant de l'intérieur, demandant aux recrues non pas comment tirer, mais pourquoi te bats-tu? Deux cas brefs émergent. Le premier, l'entraînement au pot, où l'on court jusqu'à perdre son ombre et où la première leçon est l'attente. Là, la forêt devient lecture, l'instinct remplace la radio et l'unité apprend à fonctionner seule. Le second, la directive qui fixe le centre.
Au lieu d'éteindre chaque incendie périphérique, on fabrique des griffes nouvelles dans le couvert. Les premiers impacts sont narratifs avant d'être métriques. L'ancienne confiance vacille quand une armée partout rend l'invisible palpable. La peur change de camp. Ce n'est plus celle d'une attaque, mais d'une présence. Dans ce basculement, la forêt sert à la fois d'abri, d'oreille et de miroir. Elle renvoie l'arrogance aux planificateurs qui croyaient l'Afrique condamnée à l'imitation. La stabilité avec des dents que décrit la source n'est pas un slogan, c'est une discipline silencieuse et tenace. So what en 12 mots. Quand le terrain devient doctrine, l'ancien manuel perd sa portée. Tout commence ainsi. La périphérie flambe, écoles incendiées, puits souillés, champs désertés. Le pari est classique, brûler les poumons pour étouffer la capitale. Puis, un resserrement s'impose. La directive tombe, le centre tient. Pas de reflux vers chaque piège. Attendre, lire, enfermer l'assaillant dans sa propre géographie. Vient ensuite la phase de recrutement. Un avis discret, des intitulés anodins, des départs à l'aube vers Pau. Rien de spectaculaire. Des agriculteurs, des enseignants, des mécaniciens. S'ensuit la formation. Le Pau Commando Center forge des corps et un tempo. Courir jusqu'à l'effacement de l'ombre, traverser, veiller, dormir le fusil sur la poitrine. Première leçon, la patience. Peu à peu, la transformation s'opère. L'unité apprend la forêt, elle devient complice. Chaque arbre masque, chaque sendère observe. La radio s'efface derrière l'instinct, l'orientation, les signes. La directive suivante est claire. Ibrahim Traoré fixe la règle dure. La capitale ne bouge pas. L'ennemi mise sur le réflexe. La stratégie lui ôte l'oxygène. Puis survient la disparition. Pas de parade, pas de médaille. Les commandos se fondent dans le désert. Aux yeux lointains, seules des clairières anormales. Un renversement s'amorce. Ce que l'Empire croyait être déforestation devient quadrillage discret. Le terrain parle, l'interprétation extérieure trébuche, le réseau se met alors en place. La doctrine émerge, écologie, défense, identité. Chaque arbre garde le sol, chaque soldat garde l'ensemble. Sur le plan narratif, la peur change de sens. On ne craint plus l'assaut, mais l'omniprésence. Ceux qui savaient manipuler le chaos perdent le récit. Enfin, le ciel entre en scène. Le maillage s'élève. Des drones cousent la vue et le pas. Un pilote, un commando, un mot, le mien. La machine voit, l'homme décide. Cette chorégraphie prend forme. L'escouade marche sous des yeux haut placés. Un camp cesse d'être sanctuaire. Il devient balise. Une marche nocturne se transforme en aveu. Dans la capitale, tenue. Les rues, autrefois vides, se remplissent après le coucher du soleil. L'école rouvre, la terre se laboure. La guerre continue, mais elle n'est plus désespérée. La résonance s'étend. Les couloirs étrangers cherchent un nom. Doctrine du triage, militarisation de l'écologie, la source montre moins une étiquette qu'un effet. Ça fonctionne. Un nouveau bloc émerge. Les voisins observent, puis signent. L'AES formalise une promesse. Se défendre, partager, refuser l'ingérence. Et pour l'instant, la clôture est provisoire. Le manuel ancien, distraire le lion, frapper le trône, s'émousse quand le lion chasse dans l'obscurité et qu'il a des yeux dans le ciel. Les chiffres dans cette guerre sont rares, mais leur rareté même devient une donnée. Selon les sources citées, la première campagne discrète d'avril 2024 a réuni 200 hommes, entraînés
pour vivre, se battre et disparaître. En août, ces unités étaient entièrement opérationnelles. 3200 commandos répartis entre forêts et des déserts, sans caserne, sans convoi, sans drapeau visible. Ce nombre n'est pas gigantesque, il est là calibré. Chaque groupe fonctionne en cellules autonomes de 40 à 60 membres, ce qui réduit la surface de détection de près de 70% par rapport au bataillon classique. Le second chiffre clé provient d'un indicateur inattendu, la baisse des attaques rurales. Entre mai et septembre 2024, les incidents signalés dans la ceinture du Koé-Tapua-Boulgou chutent de près de 43%, selon les relevés d'observateurs étrangers. Ces données, que les analystes occidentaux ont d'abord qualifiées d'anomalies, se corrèlent pourtant à la mise en place de la directive centrale de Ibrahim Traoré. Autrement dit, moins de mouvements défensifs visibles, plus de stabilité mesurable. Un troisième indicateur s'ajoute, les retours civils. La source note que dans les zones autrefois vidées, les marchés rouvrent, les écoles reprennent et la terre redevient cultivable après 3 saisons abandonnées. Les ONG n'ont pas encore validé le total exact des retours, mais les estimations oscillent entre 180 000 et 220 000 personnes. Ce chiffre, bien que provisoire, est crucial. Il traduit non pas une victoire militaire, mais une réhabilitation du quotidien. Chaque nombre porte ici une leçon stratégique. D'abord, la discipline. L'ordre de ne pas quitter la capitale, contraire à toutes les doctrines précédentes, a inversé la logique du piège. Ensuite, la densité. 3200 hommes ne suffisent pas à conquérir un pays, mais ils peuvent, par maillage, rendre toute offensive extérieure inopérante. Enfin, la perception. Quand la courbe des attaques s'infléchit, la guerre de récit bascule. Le discours impérial, fondé sur l'idée d'une Afrique ingouvernable, se heurte à des chiffres que lui-même doit citer. La méthodologie de la source montre aussi un détail symbolique, la correspondance entre la forêt et le ciel. Les drones déployés dès l'été suivent un ratio, un opérateur aérien pour 2 unités au sol. Ce 1, 2 redessine la chaîne de commandement. Là où l'empire centralisait, le capitaine délègue. Là où le centre dirigé par radio, la forêt répond par instinct. Ces 3 chiffres, 200 hommes, 43% d'attaque, plus 200 000 retours, ne sont pas des slogans. Ils forment une ligne de base et un delta, le baseline, la paralysie imposée. Le delta, la souveraineté qui se mesure non en discours, mais en kilomètres carrés repris sans combat. Ainsi, la première, défendue par les observateurs extérieurs, voit dans cette militarisation écologique un glissement autoritaire, centralisation du pouvoir, endoctrinement des jeunes, effacement de la société civile. Selon eux, la forêt devient un camouflage idéologique. Le capitaine, un stratège qui transforme l'environnement en forteresse au prix du pluralisme. La seconde lecture, portée par les témoins du terrain, défend une autre logique, celle d'une réappropriation fonctionnelle. Dans cette version, Ibrahim Traoré n'impose pas un État militarisé. Il recompose un espace respirable, là où la dépendance étrangère étouffait la cohérence. Le régime ne se ferme pas, il se recentre. L'objectif n'est pas la conquête, mais la continuité. Tenir pour survivre, puis agir pour exister. L'argument des sceptiques s'appuie sur la crainte d'une contagion régionale. Ce modèle de défense intériorisé pourrait inspirer d'autres gouvernements à militariser l'écologie. Le contre-argument des partisans répond par la symétrie. L'instabilité entretenue depuis l'extérieur était déjà une forme de militarisation. La différence, c'est que
Cette fois, le contrôle revient à ceux qui habitent la Terre. La force du dossier réside dans le fait que les deux thèses coexistent dans les mêmes données. Oui, la discipline s'accroît, mais elle s'exerce sur un socle populaire. Oui, l'armement s'étend, mais il découle d'une volonté d'autonomie. Le mot clé devient proportion. L'auteur du rapport conclut qu'aucune réforme imposée ne produit un calme durable. Seul un sentiment collectif de propriété y parvient. Ainsi, la critique de l'extérieur n'est pas ignorée, elle est intégrée comme miroir. C'est précisément cette intégration qui transforme le Stillman en pivot rhétorique. L'objection devient la preuve de solidité. Ainsi, le lion voit dans le noir désormais. C'est la ligne médiane, le renversement. Jusque-là, la guerre appartenait au sol. Soudain, le ciel s'y mêle. Les drones de surveillance, issus d'accords techniques avec la Russie et la Chine, deviennent les yeux d'une armée qui ne devine plus, mais observe. Les analystes appellent cela la fusion forestielle. La source y voit une révolution tranquille. La souveraineté ne s'affiche pas, elle se relie. Chaque arbre transmet des données, chaque opérateur écoute le terrain. Le Burkina Faso, longtemps aveugle dans les nuits du Sahel, se dote d'une vision nocturne collective. Ibrahim Traoré comprend que la technologie n'est qu'un prolongement de la patience. Voir n'a de valeur que si l'on sait attendre. À mi-parcours, le récit change de lumière. La guerre ne s'écrit plus dans la poussière, mais dans le spectre infrarouge. Ainsi, d'abord, nation, nation. Le Burkina Faso se redéfinit par l'exemple. Dans les rues de Ouagadougou, les fresques murales se multiplient. Un lion émergeant d'une forêt verte et or, trois mots dessous. Nous nous sommes levés. L'effet est symbolique mais tangible. La confiance revient. Les routes se remplissent, les marchés réapparaissent, l'école retrouve sa place. Le quotidien, non la propagande, valide la réforme. D'abord, diplomatie région. Mali, Niger, Guinée rejoignent l'élan. La signature de l'alliance AES en septembre 2024 transforme un schéma de survie en pacte de solidarité. Les trois nations s'engagent à la défense mutuelle et à l'exclusion de toute ingérence étrangère. Ce qui fut local devient continental. D'abord, narratif global. En Europe, les commentateurs oscillent entre ironie et inquiétude. Paris parle de militarisation écologique, Washington de autonomie prudente. Moscou sourit, Pékin félicite. Mais la source souligne, derrière ces postures, un constat unanime. La stabilité se construit sans tutelle. D'abord, société intérieure. La fierté renaît, couplée à une discipline civique. Les anciens mots d'ordre se taisent, l'expression revient aux communautés, la peur recule, et dans ce recul, une forme de dignité s'installe. Ce que raconte cette quadruple lecture, c'est la transformation du risque en modèle. Là où le chaos était prévu, la cohérence prend place. La source termine sur une formule. Quand un pays retrouve son souffle, les satellites étrangers cessent de respirer. À travers ces plans, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef de guerre que comme un éditeur de récits. Il réécrit les rapports de dépendance ligne par ligne. Ainsi, la continuité prudente. La stabilité relative se maintient, les alliances AES consolident leur coordination logistique et les effectifs forestiers conservent leur densité. Les drones restent fonctionnels, le budget reste sous contrôle. Le pays vit avec un équilibre précaire mais respirable. Ainsi, l'expansion maîtrisée. Les doctrines forestières s'exportent vers le Mali et la Guinée, produisant une synergie régionale. Les réseaux étrangers reculent, incapables d'anticiper des forces mobiles et connectées. Les revenus agricoles se redressent de plus 12%. Selon les projections internes, la confiance civique remplace la peur.
Ainsi, le reflux stratégique, les tensions budgétaires ou les ingérences ressurgissent, fragmentant la chaîne de commandement. Si le maintien du matériel aérien échoue, le modèle perd son effet de levier. La forêt redeviendrait d'abri plus que bouclier. La source souligne que ces trois branches ne s'excluent pas. Elles coexistent dans la temporalité politique. Le point commun, le besoin d'une doctrine explicite de la souveraineté. Ibrahim Traoré répète souvent que l'indépendance cesse quand l'impréparation commence, d'où une recommandation implicite: maintenir la flexibilité logistique, investir dans la formation civilo-militaire et faire de la forêt un laboratoire plutôt qu'un fétiche. La recommandation analytique finale est cette prudente. Si le modèle tient 6 mois, il tiendra 10 ans. Autrement dit, la durabilité ne dépend plus de la force brute, mais de la capacité d'apprendre plus vite que le risque. Le scénario le plus probable, un compromis entre base et optimiste. Stabilité défensive couplée à expansion doctrinale lente. Dans tous les cas, la variable décisive reste morale, l'unité du récit collectif. Ainsi, parce que derrière chaque donnée, il y a un visage, celui d'un instituteur revenu enseigner sous un arbre, d'une mère qui rouvre son étal au marché, d'un jeune qui n'attend plus une aide extérieure pour réparer un puits. La source cite ces exemples non comme symbole, mais comme baromètre. La normalité retrouvée vaut plus qu'un traité signé. Pour les observateurs étrangers, le Burkina Faso devient un miroir. Que ferait-on ailleurs si la dépendance cessait? La question dépasse la géopolitique. Elle touche la perception du risque, de la dignité, du rythme collectif. Les sociologues locaux interrogés parlent d'un recentrage silencieux. Moins d'attentes, plus de gestes utiles. La reconstruction ne vient pas des sommets, mais des routines. Le civisme remplace le cynisme. Ce segment rappelle aux spectateurs que la stabilité n'est jamais donnée, elle se cultive comme un sol. Les arbres du récit ne sont pas que métaphores, ils portent l'effort d'un peuple entier. Ainsi, d'abord, institutionnaliser la doctrine. Fixer noir sur blanc la stratégie forestière. Sans formalisation, elle dépend trop des individus. D'abord, multiplier les centres de formation. Étendre le modèle du Pau Commando Center vers 3 régions supplémentaires d'ici fin 2025. D'abord, numériser la logistique. Relier les drones et les unités par un réseau interne chiffré hors dépendance satellitaire. D'abord, renforcer la diplomatie AES. Créer un calendrier d'exercices conjoints Mali, Niger, Burkina, financé localement. D'abord, stabiliser le financement. Allouer 3% du PIB à la défense verte sans réduire les dépenses d'éducation. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré devient plus gestionnaire que meneur. La discipline se transforme en méthode. Audit, mesure, transmission. Le but n'est plus la surprise stratégique, mais la permanence opérationnelle. La feuille de route insiste sur la mesure. Chaque pas doit être quantifiable, chaque résultat vérifiable. Le succès n'est pas dans la vitesse, mais dans la cohérence. Le récit revient là où il a commencé, la forêt. Ce décor qui, jadis, abritait la peur, abrite désormais la mémoire. Le capitaine Ibrahim Traoré y marche sans escorte, selon la source, comme pour rappeler que la souveraineté commence à hauteur d'homme. L'image revient d'un jeune soldat disant: Mon père croyait cette forêt perdue. Ce fil relie deux époques, Sankara et Traoré, promesse et reprise. L'émotion ne vient pas du triomphe, mais de la continuité.
Chaque génération rouvre le même sentier. Ainsi, la liberté pousse comme un arbre, pas comme un cri. L'histoire ne se ferme pas, elle respire. Ce que raconte cette enquête n'est ni un mythe ni une légende héroïque, c'est un apprentissage collectif. La question finale adressée au lecteur reste ouverte. Si la forêt peut tenir debout, toi, te lèveras-tu? Le Burkina Faso devient ici symbole d'une maturité, celle d'un peuple qui écrit avant qu'on écrive pour lui. Le ton n'est pas défiant, il est exemplaire. Chacun peut reconnaître dans cette endurance un miroir. La souveraineté n'est plus une cérémonie, c'est une discipline partagée. Et la discipline, quand elle est enracinée dans la conviction, devient respiration. Le silence, parfois, parle plus fort que les empires.